faut-il s'imposer un mois sans alcool, comme on le fait pour la cigarette avec le mois sans tabac? L'opération baptisée Dry January, pour ceux qui parlent français, ça veut dire mois de janvier sec ou sobre. C'est un événement de plus en plus populaire dans de nombreux pays, mais en France, eh bien ça coince. Bonsoir Amine Benamia. Bonsoir. Vous êtes psychiatre, chef du service à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Vous êtes président de la Fédération française d'addictologie. Ce mois sans alcool a bien failli ne pas voir le jour après les atermoiements du gouvernement. Le gouvernement qui a finalement décidé de ne pas le soutenir officiellement. Est-ce que vous comprenez cette décision ? Je la comprends difficilement, d'autant que l'alcool est un vrai problème de santé publique, un vrai fléau en France. Il aura lieu, il est porté par les associations qui, dès le départ, ont estimé que c'était de l'ordre de la responsabilité des pouvoirs publics que de donner une publicité à ce qui n'est peut-être pas comme le mois sans tabac, mais c'est une réelle pause à partir de laquelle on peut s'apprécier, on peut voir la place que l'alcool prend tous les jours dans notre vie, et puis à partir de là, essayer d'évaluer comment on réagit avec cet alcool. Toutes les personnes qui feront la pause, je l'espère nombreuses, n'ont pas de problème forcément avec l'alcool. Oui, c'est ça. Alors le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, lui, dénonce une opération de com. Il dit que ça n'a aucun intérêt. Je vous propose qu'on l'écoute et puis vous réagissez ensuite. Tout ça, c'est de la com. Ça ne veut absolument rien dire. Moi, je prône la modération toute l'année plutôt que la prohibition pendant un mois. Je suis opposé à la prohibition. Donc moi, je suis opposé au mois de janvier sans alcool. Alors, pas de prohibition sur un mois, mais la modération sur toute l'année. Est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre ? Ce que je remarque, ce sont les mots utilisés par le ministre. Ce sont les mots... c'est ce qu'on appelle les mots utilisés par le lobby. La prohibition et la modération, ce sont deux thèmes que l'on... D'abord, nous sommes les tenants de la prohibition dans le langage des alcooliers ou bien de la viticulture, hélas. Et la modération, c'est le leur. Les deux thèmes sont mauvais. Ce n'est pas de la prohibition, c'est une pause au cours de laquelle on s'évalue, c'est ce que je dis. Il n'est pas question de transformer les Français en buveurs d'eau. Nous savons ce que veut dire l'alcool et le vin en France, mais nous savons aussi ce que le lourd tribut que la société paye. Vous savez combien la société paye en matière de dommages liés à l'alcool ? 42 000 morts tous les ans en France, dont 30 000 pour les hommes, 11 000 pour les femmes. 42 000 morts tous les ans à cause de l'alcool. Absolument. Comment vous expliquez cette résistance du gouvernement ? Là, vous avez abordé le mot de lobby. Absolument. La résistance, elle est le fait probablement de ne pas suffisamment écouter les professionnels de la prévention de la santé qui ne sont pas opposés au maintien, au développement et à ce qui fait une partie de l'identité française, c'est-à-dire le vin. Vous vous souvenez de Emmanuel Macron qui avait dit pendant sa campagne cette fameuse phrase « Le vin, c'est l'âme française ». Est-ce qu'il a tort de tenir ce discours ? Il n'a pas tort de le tenir. Aucun addictologue, aucun médecin ou bien un acteur de santé publique ne peut aller contre cela. Mais il est tout à fait possible de conjuguer responsabilité institutionnelle, publique, politique même, vis-à-vis des Français. On a le devoir et le droit d'informer les Français sur les dommages liés à la consommation d'alcool, même dite modérée, j'aime pas ce terme, et on a le devoir, et en même temps, on a aussi le devoir en tant que responsable politique de faire la promotion de ce qui constitue une partie de notre identité. Ce n'est pas incompatible. Ce que l'on veut faire passer comme message, c'est que nous voulons transformer les Français en abstinents et que derrière ça, on a le dessein de détruire la filière. Ce n'est pas vrai. Je tiens à le dire publiquement et en direct chez vous, ce n'est pas vrai. Et ce que nous souhaitons, c'est cette possibilité que chacun trouve sa place. Est-ce que, quand on entend des bénéfices du vin, un verre de vin rouge peut-être par jour, ou peut-être moins, en tout cas un verre de vin de temps en temps, ça permettrait d'avoir des polyphénols, des antioxydants, de lutter contre Alzheimer, c'est faux ? Évidemment que c'est faux. Il y a très peu de personnes qui sont dupes vis-à-vis de ce type de Ça fait partie de la stratégie des lobbyistes. Ça fait partie de la stratégie, probablement. On retire en quelque sorte des effets isolés dans des modèles animaux qui n'ont pas été répliqués. En vérité, la réalité, c'est que dès lors que l'on commence à en consommer, on augmente les risques. Cela ne veut pas dire que on va être malade par la consommation d'alcool. On augmente les risques. L'alcool est un produit qui n'est pas un produit naturel. Il vient perturber l'organisme, mais pas que. C'est aussi un moment de convivialité, de plaisir et de réel. Mais au-delà d'une certaine quantité et dans des corps particuliers, notamment une différence entre hommes et femmes, on peut développer des pathologies. Alors vous disiez, il y a de la marge avant de devenir tous des buveurs d'eau. La preuve, on fait partie quand même des plus gros consommateurs de vin dans le monde. 1 Français sur 10 boit tous les jours, voilà ces chiffres. En moyenne, on consomme 2,5 bouteilles de vin
par semaine. Pour ceux qui voudraient jouer le jeu et tenter le fameux mois sans alcool ou se tester, comme vous disiez, sans forcément tout s'interdire, peut-être on peut parler avec vous des bénéfices, des bienfaits qu'on peut ressentir. Est-ce qu'ils ont été éprouvés dans les autres pays, par exemple, qui testent ce fameux mois sans alcool? Absolument. Il y a plus d'une dizaine de pays qui ont commencé sur un mode assez ludique de faire ce dry January, la tournée minérale chez nos amis belges. Et bien, les éléments absolument patents qu'on a pu apprécier, c'est d'abord on dort mieux, on perd du poids. On allège un tout petit peu son corps et son porte-monnaie, en quelque sorte. On a le sentiment de pouvoir voir où se trouve la place de l'alcool au quotidien, parce qu'on ne se rend pas compte, même si on n'a pas le sentiment d'être dépendant, ce qui n'est pas le cas, on est souvent appelé à consommer de l'alcool. Et c'est très bien ce petit pas sur le côté, et qui ne fait pas de nous, à partir du 1er février, des abstinents, ce n'est pas le but, mais c'est de savoir où on est. Alors justement, à partir de combien de verres je bois trop? Par exemple, le verre quotidien, parce que je bois un petit verre en rentrant du travail, ou alors parce que j'ai des déjeuners professionnels. Est-ce que c'est déjà trop? Alors je vais vous mettre sur les repères sur lesquels on a été tous d'accord, y compris la filière, c'est que on pense qu'il faut ne jamais dépasser 2 verres par jour sur une période d'une semaine à peu près, et faire des pauses de 2 jours dans la semaine. Donc ça c'est important, ça permet à l'organisme finalement de se reposer, et en même temps ça diminue les risques de développer des pathologies. Pour autant ces repères, ce sont des repères, disons, moyens. Vous dites ensuite qu'il y a des différences évidemment entre hommes et femmes, et puis aussi selon ce qu'on boit, j'imagine. Est-ce qu'on fait une hiérarchie entre les alcools ou pas du tout? Parce que je me souviens du ministre de l'Agriculture, encore lui, qui nous disait le vin n'est pas un alcool comme les autres. Est-ce que c'est vrai? Ou la bière, est-ce qu'elle est moins forte que la vodka? J'avais répondu à l'époque, le vin n'est pas un alcool comme les autres. Évidemment, le vin est très protégé en France. Non, ce qui est important, c'est la quantité, la quantité d'alcool pur que l'on retrouve dans les alcools. En général, ce qu'on appelle le produit marketé. On a de l'alcool dans du cidre, dans du whisky, dans du pastis. Plus c'est fort, plus on fait attention en tout cas. Tout à fait. Et puis lorsqu'on a un problème, on recherche finalement cette quantité d'alcool, quelle que soit la robe dans laquelle l'alcool se trouve. Alors vous avez écrit un livre intitulé « Comment l'alcool détruit la jeunesse ». Est-ce que, professeur, on assiste à un retour en force de l'alcool chez les jeunes? Vous parliez des différentes populations, ça fait partie des populations les plus fragiles. Ça fait quelques années qu'on a vu l'alcool revenir chez les jeunes, parce que longtemps, du moins à l'époque où j'étais moi étudiant, peut-être même lycéen, consommer de l'alcool et être ivre sous alcool, c'était assez ringard. C'était plutôt, et ce qui est toujours d'actualité, du cannabis et ce qu'on appelle les drogues finalement interdites. L'alcool, c'était un peu has-been à l'époque. Complètement, tout à fait. C'était finalement la drogue de papa. Aujourd'hui, c'est plus le cas? C'est plus le cas, parce qu'on a réussi à redonner une image finalement de virilité, ou bien de transgression, ou bien de tendance, avec des produits marketés, des produits colorés, des produits qui se mélangent à d'autres produits, et qui finalement créent des communautés un peu vintage, ou alors des communautés un peu tendance. Et là, pour le coup, c'est un joli coup, hélas, je mets joli entre guillemets, du marketing lobbyiste. Alors, vous dénoncez le binge drinking, comme on dit, le biture express. Vous rencontrez des jeunes qui s'alcoolisent fortement au cours de votre travail. Qu'est-ce qui vous frappe dans vos échanges? La précocité des premiers contacts, la banalisation de la consommation d'alcool. Et puis, ce qui pose problème, évidemment, c'est les cocktails. De l'alcool fait partie, finalement, du produit à partir duquel on peut faire l'expérimentation de beaucoup d'éléments. Et puis, vous savez qu'il faut quand même dire la vérité, ce qui est la réalité. On a baissé la quantité d'alcool consommé depuis une trentaine d'années en France. En revanche, on a ce qu'on appelle des sous-types de consommateurs très vulnérabilisés. Les hommes, qui constituaient le gros des consommateurs, sont rattrapés par les jeunes et les femmes, parce qu'il y a une stratégie particulière de ciblage de ces populations. Est-ce que c'est un scandale de santé publique? Oui. C'est que lorsqu'on veut, on peut. Je vais vous donner 2 exemples. En France, lorsqu'on a souhaité bloquer, arrêter la progression de la consommation du tabac l'année dernière, 1 million de consommateurs en moins. On a beaucoup parlé de la Russie avec les ivrogneries et le Korsakov. Eh bien, depuis peu, la Russie a pris des mesures très fortes. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. On a moins 40% de consommateurs, avec une saccade vertueuse liée à la baisse de la consommation d'alcool. Quand on veut, on peut. Absolument. On vous a entendu. Merci Amine Benyamina, psychiatre, chef du service en addictologie à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée à l'OTAN et ses 70 ans dans un climat de haute tension. C'est dans l'air est intitulé ce soir Macron, Trump, Erdogan. Ça chauffe à l'OTAN. Bonne émission à vous et à demain.